Confucius, le plus grand sage de la Chine ancienne, a laissé derrière lui une énigme, une image si simple qu'on la croit comprise, et pourtant si profonde qu'elle dissimule le secret même de l'initiation. Il a comparé l'homme sage à un œuf, une coquille dure pour l'extérieur, un cœur tendre pour l'intérieur. Mais ce symbole n'est pas une métaphore ordinaire, c'est une architecture cachée de l'être, une carte silencieuse que seuls les esprits patients peuvent déchiffrer. Derrière cette image se trouve une vérité que les sages ont protégée, non par secret, mais par nécessité. Bienvenue dans la parole du soir, là où les symboles oubliés reprennent vie et où, ce soir, nous allons franchir le seuil invisible de l'œuf d'or. Il existe des enseignements qui ne s'imposent jamais directement à l'esprit, des vérités qui choisissent la forme du symbole pour éviter d'être réduites à de simples idées. Confucius appartenait à cette lignée de sages qui ne transmettaient pas des réponses, mais des images, laissant à celui qui écoute le travail intérieur de la compréhension. L'œuf fait partie de ces symboles universels que l'on retrouve dans presque toutes les traditions, non pas comme un objet banal, mais comme une représentation silencieuse de la vie en devenir. Un mystère fermé sur lui-même, contenant à la fois l'origine et la transformation. Ce qui semble évident au premier regard devient, lorsqu'on s'y attarde, une structure d'une précision presque dérangeante. Une coquille qui sépare, une membrane qui filtre, un blanc qui nourrit, un jaune qui concentre. Rien n'est laissé au hasard, tout obéit à une logique invisible, comme si l'être humain lui-même avait été construit sur ce modèle oublié. Ce soir, il ne s'agit pas de comprendre une comparaison, mais de traverser une architecture intérieure. Car l'œuf n'est pas une image destinée à être admirée de l'extérieur, c'est une forme destinée à être habitée. Et ceux qui s'en approchent sans patience n'y voient qu'un objet simple, tandis que ceux qui acceptent d'y entrer découvrent qu'il ne s'agit pas d'un symbole, mais d'un passage. La coquille, l'art de la protection sacrée. Confucius n'a jamais présenté la dureté comme une faute, mais comme une fonction silencieuse, une nécessité invisible que seuls ceux qui ont été atteints trop tôt par le monde finissent par comprendre. La douceur exposée sans protection ne dure jamais. Elle s'épuise, elle se disperse. Elle devient vulnérable à tout ce qui la traverse sans discernement. Ce que beaucoup appellent bonté n'est parfois qu'une absence de frontières, une incapacité à retenir, à filtrer, à préserver. La coquille apparaît alors non comme un obstacle, mais comme une intelligence, une forme de conscience qui sait instinctivement que tout ne peut pas être accueilli, que tout ne doit pas pénétrer l'espace intérieur. La dureté n'est pas un rejet de l'autre, elle est une affirmation de ce qui ne peut être atteint sans autorisation, une ligne invisible qui distingue ce qui est accepté de ce qui doit rester à distance. Le sage ne devient pas dur pour se fermer au monde, il devient ferme pour ne pas être dissous par lui, car ce qui est trop ouvert finit toujours par être envahi. Une parole, un regard, une intention, parfois même une présence, peuvent pénétrer plus profondément qu'on ne l'imagine lorsque rien ne vient en limiter l'accès. La coquille agit alors comme un premier langage, un langage sans mots qui dit clairement que l'intérieur n'est pas disponible à tout instant, ni pour tout le monde, ni pour tout ce qui se présente. La véritable erreur consiste à confondre dureté et violence alors qu'elles appartiennent à des mondes opposés. La violence cherche à imposer, la dureté se contente de maintenir. La violence envahit, la dureté contient. Dans cette distinction se trouve déjà une clé essentielle, car celui qui ne comprend pas cette nuance risque de déformer la protection en agression et de transformer la sagesse en fermeture. Une coquille juste n'attaque jamais, elle ne repousse pas avec brutalité, elle ne réagit pas, elle tient simplement sa place, immobile, constante, inébranlable. Elle ne cherche pas à convaincre, elle n'argumente pas,
Elle ne s'explique pas, elle est, et cela suffit. Dans ce silence, une force particulière se déploie, une force qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la reconnaissance, ni même de la compréhension des autres. Le sage qui possède cette coquille ne se justifie pas, car il sait que toute justification ouvre une brèche et que toute brèche finit par élargir le passage à ce qui n'aurait jamais dû entrer. La fermeté devient alors une économie d'énergie, une manière de ne pas gaspiller ce qui est destiné à un travail plus profond, plus intérieur, plus essentiel. Sans cette limite, l'être humain devient perméable à tout ce qui l'entoure. Et cette perméabilité totale, souvent valorisée comme une forme d'ouverture, se révèle en réalité destructrice. Recevoir sans filtre revient à absorber indistinctement le clair et l'obscur, le juste et le faux, le nourrissant et le toxique. Peu réalisent à quel point les influences invisibles façonnent l'état intérieur, à quel point une simple exposition répétée à certaines paroles, certaines pensées ou certaines énergies finit par modifier silencieusement l'équilibre interne. La coquille ne bloque pas la vie, elle empêche simplement la confusion. Elle ne ferme pas l'accès au réel, elle empêche l'intrusion de ce qui n'a pas été choisi. Elle est une sélection permanente, une vigilance calme qui ne s'agite pas mais qui ne dort jamais. Dire non devient alors un acte de conservation, non pas un refus de l'autre, mais un respect de soi. Le non du sage n'est pas un rejet, c'est une orientation, une manière de rester aligné avec ce qui doit être préservé. Ce qui entre et ce qui reste dehors ne dépend pas du hasard, mais d'une sensibilité développée, d'une capacité à sentir ce qui est compatible avec l'intérieur et ce qui ne l'est pas. Cette capacité ne se construit pas dans la théorie, elle naît de l'expérience, des erreurs, des moments où la coquille était absente ou trop fragile, laissant pénétrer ce qui a ensuite laissé des traces. Chaque blessure est une leçon sur l'importance de la limite. Chaque fatigue profonde est un rappel que l'énergie n'est pas infinie, qu'elle doit être protégée, dirigée, conservée. La coquille devient alors une réponse à ces expériences, non pas comme une réaction de peur, mais comme une maturation de la conscience. Elle ne se ferme pas parce qu'elle craint, elle se structure parce qu'elle comprend. Dans cette compréhension, une nouvelle relation au monde apparaît, une relation où l'extérieur n'a plus le pouvoir de définir l'intérieur, où l'être cesse de dépendre de ce qui le traverse pour exister. Cependant, cette même coquille, lorsqu'elle devient excessive, peut se transformer en obstacle. Une protection qui refuse toute ouverture finit par étouffer ce qu'elle était censée préserver. La rigidité apparaît lorsque la limite cesse d'être vivante, lorsqu'elle ne s'adapte plus, lorsqu'elle ne distingue plus les nuances. Tout devient alors rejeté, exclu, maintenu à distance, non plus par discernement, mais par automatisme. Une coquille trop dure empêche non seulement l'intrusion, mais aussi la respiration. Elle bloque autant ce qui est nuisible que ce qui est nécessaire. Dans cet état, l'être ne se protège plus, il s'isole, et cette isolation, sous l'apparence de la force, devient une forme de stérilité intérieure. Rien n'entre, mais rien ne circule non plus, rien ne nourrit, rien ne transforme. L'équilibre se perd lorsque la protection devient une fin en soi, lorsque la peur de l'intrusion dépasse la nécessité de la vie. L'image de l'œuf révèle ici une vérité plus subtile encore, car la coquille n'est pas destinée à rester intacte indéfiniment. Elle a une fonction temporaire, un rôle précis dans un processus plus vaste. Sa solidité est essentielle au début, mais elle doit, à un moment donné, céder. Non pas sous la pression extérieure, mais sous l'impulsion intérieure. Une coquille qui ne se brise jamais devient une prison parfaite, une structure sans faille qui empêche toute naissance. Ce paradoxe contient une autre leçon, plus profonde encore. Ce qui protège au début peut empêcher plus tard. Ce qui est nécessaire à un stade devient un obstacle à un autre.
La sagesse ne consiste pas seulement à construire une coquille, mais à savoir quand elle doit rester et quand elle doit disparaître. Dans cet équilibre fragile entre protection et ouverture, la conscience joue un rôle central. Sans elle, la dureté devient rigidité, la protection devient enfermement, la limite devient barrière. Avec elle, la coquille reste vivante, adaptable, capable de reconnaître le moment juste pour s'affirmer ou pour s'assouplir. Le sage ne porte pas une coquille figée, il porte une structure consciente, une frontière qui respire, qui s'ajuste, qui évolue. Il sait que tout ne mérite pas d'entrer, mais il sait aussi que tout ne doit pas être exclu. Cette intelligence de la limite est rare car elle demande une attention constante, une écoute fine de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Ceux qui n'ont pas encore développé cette coquille vivent dans une exposition permanente, oscillant entre ouverture excessive et fermeture brutale, incapables de trouver une stabilité. Ils s'ouvrent trop, puis se referment complètement, passant d'un extrême à l'autre sans jamais atteindre le centre. La coquille du sage, elle, n'est ni un excès ni un manque. Elle est une justesse, une précision qui ne cherche ni à plaire ni à se défendre, mais simplement à être conforme à ce qui est nécessaire. Dans cette justesse, une paix particulière apparaît, une sensation de ne plus être envahi, de ne plus être dispersé, de ne plus être affecté par tout ce qui circule autour. La protection sacrée dont parle le symbole de la coquille n'est pas un refus du monde, mais une manière d'y être sans s'y perdre. Elle permet de traverser les situations, les relations, les événements, sans que l'intérieur ne soit constamment altéré. Elle crée un espace stable, un centre qui reste intact malgré les mouvements extérieurs. Cet espace devient alors le lieu d'un travail plus profond, d'une transformation qui ne peut se faire que dans la préservation. Sans cette protection, rien ne peut réellement mûrir, car tout est constamment interrompu, perturbé, influencé. Ainsi, la coquille n'est pas une simple enveloppe, elle est une condition pour que quelque chose puisse exister, se développer, se transformer sans être détruit prématurément. Elle est la première étape, la première nécessité, le premier seuil. Sans elle, il n'y a pas de centre, pas de profondeur, pas de continuité. Avec elle, un espace se crée, un espace où l'essentiel peut être conservé, nourri, préparé. Et dans cet espace, quelque chose attend, quelque chose qui ne peut apparaître que lorsque la protection a été suffisamment forte pour le préserver, mais suffisamment consciente pour ne pas l'emprisonner. La membrane, le seuil entre deux mondes. Confucius n'a jamais nommé ce qui pourtant soutient toute l'architecture du symbole, comme si certaines vérités devaient rester en retrait pour ne pas être saisies trop vite. Entre la coquille et le cœur, quelque chose demeure, une présence presque imperceptible, ni totalement extérieure, ni réellement intérieure, un espace de transition que l'œil ne remarque pas et que l'esprit néglige. C'est là que se tient la membrane, non pas comme une simple couche, mais comme une intelligence silencieuse, une frontière vivante qui ne coupe pas, mais qui distingue. La plupart des regards s'arrêtent à la surface ou cherchent à atteindre directement le centre, ignorant que ce qui relie les deux est plus subtil encore que ce qu'ils tentent de comprendre. La membrane ne s'impose pas, elle ne se montre pas, elle agit sans être vue, comme ces fonctions invisibles sans lesquelles aucune vie ne pourrait se maintenir. La coquille protège, le cœur contient, mais la membrane, elle, choisit. Elle n'est pas une barrière rigide, elle n'est pas un mur, elle est une interface, un seuil où s'opère une sélection continue, un passage contrôlé qui laisse circuler ce qui est nécessaire sans jamais trahir l'intérieur. C'est là que réside une des formes les plus élevées de sagesse, car protéger sans étouffer demande une précision que peu développent réellement. Trop d'ouverture expose, trop de fermeture étouffe, mais entre les deux se tient cette capacité rare de laisser passer sans laisser entrer, de recevoir sans absorber,
de sentir sans être envahi. La membrane ne rejette pas systématiquement, elle n'accueille pas aveuglément, elle reconnaît. Et dans cette reconnaissance, elle décide. L'initié comprend que tout ne se joue pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui agit en silence. Il apprend à percevoir ce seuil intérieur, ce point de contact où l'extérieur tente d'entrer et où l'intérieur choisit de répondre ou non. C'est un lieu de tension subtile, un espace où chaque influence est examinée sans être jugée, où chaque vibration est ressentie avant d'être acceptée. La membrane devient alors une forme d'écoute avancée, une sensibilité qui ne se laisse pas tromper par l'apparence, qui ne réagit pas immédiatement, mais qui observe, qui laisse passer le premier impact sans se laisser traverser entièrement. Cette capacité à suspendre l'entrée est déjà une forme de maîtrise, une manière de ne plus subir ce qui arrive, mais de participer consciemment à ce qui pénètre. Beaucoup vivent sans cette membrane éveillée, passant directement de l'extérieur à l'intérieur sans aucune médiation. Ils ressentent immédiatement, réagissent instantanément, absorbent sans filtrer, et ce mouvement constant finit par créer une confusion profonde entre ce qui leur appartient et ce qui vient des autres. Les émotions se mélangent, les pensées s'entrelacent, les influences s'accumulent sans ordre, et l'être perd peu à peu la capacité de distinguer son propre centre. La membrane, lorsqu'elle est absente ou inactive, laisse l'intérieur exposé à un flux continu qui ne s'arrête jamais, transformant la vie en une succession d'impressions non digérées. La véritable fonction de cette interface n'est pas de bloquer, mais de transformer le contact. Elle reçoit sans se laisser envahir, elle analyse sans se perdre, elle permet une relation au monde qui n'est plus une absorption, mais une interaction. L'air entre, mais il est trié. Les éléments circulent, mais ils sont sélectionnés. Rien n'est pris tel quel, tout est reconnu avant d'être accepté. Cette reconnaissance est immédiate, presque instinctive, mais elle repose sur une sensibilité cultivée, une attention développée au fil du temps. Le sage ne se protège pas seulement par sa coquille, il se maintient par sa membrane, car c'est elle qui assure la justesse du passage. Laisser passer sans laisser entrer est une formule qui peut sembler paradoxale, mais elle décrit précisément cet état où l'on est en contact sans être pénétré, voir sans absorber, entendre sans intégrer, ressentir sans s'approprier. Cette distance subtile ne crée pas une séparation froide, elle permet au contraire une relation plus claire, plus lucide, débarrassée des confusions émotionnelles et des projections. La membrane rend possible une présence au monde qui n'est pas une fusion mais une conscience. Elle autorise le lien sans la perte de soi, elle permet l'échange sans la dilution. Dans cette dynamique, la membrane devient aussi un organe de discernement, une fonction intérieure qui distingue ce qui nourrit de ce qui affaiblit, ce qui élève de ce qui disperse. Tout ce qui se présente n'a pas la même nature, tout ne possède pas la même qualité, et sans ce discernement, l'être est condamné à traiter toutes les influences de la même manière. La membrane introduit une hiérarchie silencieuse, un ordre invisible qui classe sans juger, qui oriente sans imposer. Elle reconnaît ce qui est en accord avec le centre et ce qui s'en éloigne, ce qui peut être intégré et ce qui doit être laissé passer sans trace. L'image de l'œuf révèle ici une précision remarquable, car il reçoit l'oxygène nécessaire à la vie sans laisser entrer ce qui pourrait la détruire. Cette capacité à filtrer sans bloquer est une leçon directe sur la manière d'être au monde. Respirer sans absorber l'impureté, s'ouvrir sans perdre la structure, accueillir sans se laisser altérer. Cette intelligence n'est pas mécanique, elle est vivante, elle s'ajuste à chaque instant, elle répond à la qualité de ce qui se présente. Elle ne fonctionne pas par règles fixes, mais par perception fine, par une forme de connaissance immédiate qui ne passe pas par l'analyse mentale. Lorsque cette membrane est équilibrée, l'être devient stable, non pas parce qu'il se coupe du monde,
mais parce qu'il ne le laisse plus le traverser sans conscience. Les événements continuent d'arriver, les interactions se poursuivent, mais quelque chose a changé dans la manière de recevoir. Il n'y a plus de réaction automatique, plus d'absorption immédiate, mais une sorte de suspension, un espace entre ce qui arrive et ce qui est accepté. Cet espace est le lieu de la liberté, car c'est là que le choix devient possible. Sans membrane, il n'y a pas de choix, seulement des réactions. Avec elles, une distance apparaît, et dans cette distance, la conscience peut intervenir. Cependant, cette fonction subtile peut elle aussi se déséquilibrer. Une membrane trop perméable laisse passer ce qui ne devrait pas, créant une infiltration lente et continue qui finit par altérer le centre. Une membrane trop fermée empêche la circulation, bloque les échanges et transforme la protection en isolement. L'équilibre se trouve dans cette capacité à rester ouvert sans être vulnérable, à rester sensible sans être fragile, à rester en contact sans être envahi. Cette justesse ne s'apprend pas en théorie, elle se développe dans l'expérience, dans l'observation constante de ce qui affecte l'intérieur et de ce qui le laisse intact. Peu comprennent que la véritable force ne réside ni dans la fermeture totale, ni dans l'ouverture absolue, mais dans cette maîtrise du seuil. C'est là que se joue la relation entre l'être et le monde, non pas à la surface, mais dans cet espace intermédiaire où tout est encore possible. La membrane n'est pas un détail, elle est le lieu de la transformation silencieuse, l'endroit où l'extérieur peut devenir intérieur sans détruire ce qu'il rencontre. Elle est le point de passage, le filtre invisible, la porte qui ne s'ouvre jamais complètement et ne se ferme jamais totalement. Ce seuil est aussi un lieu d'apprentissage, car chaque interaction devient une occasion de raffiner ce discernement, d'affiner cette sensibilité, de préciser cette capacité à reconnaître. Rien n'est inutile, tout contribue à développer cette intelligence du contact. Chaque erreur, chaque infiltration, chaque confusion devient une leçon qui renforce la membrane, qui la rend plus consciente, plus précise, plus vivante. Avec le temps, cette fonction devient naturelle, presque imperceptible, mais elle soutient tout l'équilibre intérieur. Ainsi, entre la coquille et le cœur, la membrane agit comme une médiation, une intelligence intermédiaire qui permet à la vie de circuler sans se perdre. Elle est le seuil que peu voient, mais sans lequel rien ne peut réellement être préservé ni transformé. Elle est la frontière qui ne divise pas, mais qui ordonne, qui distingue, qui permet à chaque chose de trouver sa place sans envahir celle de l'autre. Et dans ce mouvement silencieux, une forme de sagesse apparaît, non pas visible, non pas déclarée, mais profondément agissante, comme une présence discrète qui veille à ce que l'intérieur reste intact tout en restant en relation avec le monde. Le blanc, l'espace de la maturation. Entre la limite extérieure et le centre incandescent, une étendue silencieuse se déploie, souvent mal comprise, presque toujours sous-estimée. Comme si ce qui ne présente ni forme claire ni éclat visible devait être considéré comme secondaire. Pourtant, c'est là que tout se prépare, là que tout s'organise, là que l'invisible commence à devenir possible. Le blanc de l'œuf n'est pas une absence, il est une réserve, une matrice discrète où la vie s'accumule sans se montrer, où les forces se rassemblent sans se déclarer. Ce qui semble neutre au regard pressé contient en réalité une densité que seule la patience peut révéler. Rien n'y est spectaculaire, rien n'y attire immédiatement l'attention, et c'est précisément pour cela que peu y pénètrent véritablement. L'esprit humain, attiré par ce qui brille ou ce qui se définit rapidement, passe à côté de cet espace sans forme, incapable de reconnaître que ce qui ne s'affirme pas encore est souvent ce qui porte le plus grand potentiel. Le blanc ne cherche pas à être vu,
Il cherche à être efficace. Il nourrit sans s'annoncer, il soutient sans apparaître, il protège sans s'imposer. Sa nature est discrète, mais sa fonction est essentielle. Sans lui, rien ne pourrait croître, rien ne pourrait se stabiliser, rien ne pourrait atteindre sa forme. Il est l'abondance silencieuse qui entoure ce qui est rare, la substance diffuse qui permet à l'essentiel de rester intact. Ce rôle est souvent mal compris, car il ne correspond pas à l'idée que l'on se fait de la valeur. L'être humain associe la valeur à ce qui est visible, à ce qui se distingue, à ce qui peut être nommé et reconnu. Le blanc échappe à cette logique. Il ne cherche ni reconnaissance, ni distinction, et c'est précisément pour cela qu'il peut remplir sa fonction sans être altéré. Ce qui va naître dépend entièrement de ce qui est accumulé dans cet espace. Chaque élément, chaque ressource, chaque force latente contribue à un processus qui ne peut être accéléré sans être détruit. La maturation n'est pas un simple passage du temps, elle est une transformation progressive où chaque instant ajoute une couche invisible à ce qui deviendra visible plus tard. Rien ne se forme dans la précipitation, rien ne se construit dans l'urgence. La croissance véritable exige une lenteur que peu acceptent, une durée qui ne peut être compressée sans perdre sa qualité. L'œuf ne se presse pas, non par inertie, mais par intelligence. Il sait, sans le savoir, que toute tentative d'accélération briserait l'équilibre fragile qui permet à la vie de se former correctement. L'impatience humaine se heurte constamment à cette réalité. Vouloir devenir avant d'être prêt, vouloir apparaître avant d'avoir accumulé, vouloir s'exprimer avant d'avoir nourri ce qui doit être exprimé. Cette précipitation crée des formes incomplètes, des structures fragiles, des existences qui manquent de profondeur parce qu'elles n'ont pas respecté le temps de leur propre construction. Le blanc enseigne une autre temporalité, une autre manière d'être au monde, où l'attente n'est pas une perte, mais une préparation. Attendre ne signifie pas rester immobile. Attendre signifie permettre à ce qui est en cours de devenir d'atteindre son état juste. Le sage accepte cette attente, non par résignation, mais par compréhension. Il sait que forcer le processus revient à affaiblir le résultat, que toute croissance imposée de l'extérieur manque toujours de stabilité intérieure. Cette patience n'est pas passive, elle est active dans l'invisible. Pendant que rien ne semble se produire, tout est en train de s'organiser. Les éléments se placent, les forces s'équilibrent, les tensions se résolvent. Ce qui paraît vide est en réalité plein d'une activité silencieuse, d'un travail constant qui ne cherche pas à être observé. Cette activité échappe à la perception immédiate, mais elle conditionne tout ce qui apparaîtra plus tard. Ignorer cette phase revient à ignorer l'essence même de la transformation. Ce qui est visible n'est que la conséquence de ce qui a été préparé dans l'invisible, et sans cette préparation, aucune forme stable ne peut émerger. Le blanc agit également comme une protection, non par fermeture, mais par abondance. Ce qui est précieux, ce qui est fragile, ce qui porte en lui une qualité rare, ne peut être exposé directement sans risquer d'être altéré. Il doit être entouré, enveloppé, maintenu dans un environnement qui le préserve des variations extérieures. Le cœur de l'œuf, concentré, dense, porteur de toute la potentialité, ne pourrait survivre sans cette enveloppe intermédiaire qui absorbe les chocs, qui régule les échanges, qui amortit les influences. Le blanc devient ainsi un espace tampon, une zone de transition qui protège sans isoler, qui entoure sans enfermer. Cette logique se retrouve dans toute structure vivante, même si elle n'est pas toujours reconnue. Ce qui est essentiel est rarement exposé directement. Il est toujours entouré par quelque chose de plus vaste, de plus diffus, qui le protège en se rendant moins visible.
L'économie de l'essentiel repose sur cette capacité à ne pas confondre ce qui doit être montré et ce qui doit être gardé. Trop exposer ce qui est central revient à l'affaiblir. Trop le cacher sans le nourrir revient à l'étouffer. Le blanc équilibre cette tension, il donne sans se montrer, il protège sans s'imposer, il soutient sans revendiquer. Accumuler sans se presser devient alors une forme de discipline intérieure, une manière de construire sans précipitation, de rassembler sans dispersion. Cette accumulation n'est pas matérielle, elle est qualitative. Elle concerne les expériences intégrées, les compréhensions approfondies, les forces stabilisées. Chaque élément ajouté dans cet espace contribue à renforcer ce qui viendra plus tard, à donner une consistance à ce qui n'est encore qu'une possibilité. Rien n'est perdu, tout est transformé, mais cette transformation exige du temps, une continuité, une fidélité à un processus qui ne se révèle pas immédiatement. L'être humain, souvent tourné vers l'extérieur, oublie cette dimension intérieure de la maturation. Il cherche à agir, à produire, à se montrer, sans toujours prendre le temps de nourrir ce qui soutient ses actions. Il agit sans réserve, parle sans accumulation, donne sans avoir constitué ce qui doit être donné. Cette inversion des priorités crée un déséquilibre, une fragilité qui apparaît tôt ou tard. Le blanc rappelle que toute expression authentique doit être précédée par une phase de préparation, que toute manifestation solide repose sur une accumulation invisible. Ce qui semble vide devient alors un espace sacré, un lieu où rien n'est encore fixé, mais où tout est possible. Ce vide n'est pas une absence, il est une disponibilité, une ouverture à ce qui peut se former sans être encore déterminé. Il permet à la vie de prendre sa forme sans contrainte, sans pression extérieure, sans précipitation. Respecter ce vide, c'est respecter le processus lui-même, c'est accepter que tout ne soit pas immédiatement défini, que certaines choses doivent rester en devenir avant de se révéler. La maturation ne peut être observée directement, elle ne se laisse pas capturer par le regard, elle se ressent dans le temps. Ce qui était fragile devient stable, ce qui était confus devient clair, ce qui était dispersé devient concentré. Ces transformations ne se produisent pas en un instant, elles s'inscrivent dans une durée qui ne peut être raccourcie. Le blanc est le gardien de cette durée, il maintient l'espace nécessaire pour que le processus se déroule sans interruption, sans intrusion, sans perturbation excessive. Ainsi, entre la limite extérieure et le centre vivant, cet espace intermédiaire soutient tout ce qui doit devenir. Il ne cherche pas à être reconnu, il ne demande pas à être compris. Il accomplit sa fonction avec une constance silencieuse. Ce qui naîtra dépendra de lui, de sa qualité, de sa stabilité, de sa capacité à nourrir sans épuiser, à protéger sans enfermer. Et lorsque le moment viendra, lorsque la transformation aura atteint son point juste, ce qui était contenu dans cet espace apparaîtra, non comme une surprise, mais comme l'aboutissement naturel d'un processus respecté. Le jaune, le cœur qui ne s'endurcit jamais. Au centre de toute cette architecture silencieuse, quelque chose demeure intact, dense, concentré, comme une présence qui ne se disperse jamais et qui pourtant soutient tout le reste sans jamais se montrer. Le jaune n'est pas une simple partie. Il est le point autour duquel tout s'organise, la source vers laquelle tout converge et à partir de laquelle tout prend sens. Rien dans la structure n'existe pour lui-même. Tout existe pour préserver ce centre, pour le nourrir, pour lui permettre de rester ce qu'il est sans être altéré par ce qui l'entoure. La coquille protège, la membrane filtre, le blanc soutient, mais aucun de ces éléments ne possède sa propre finalité. Leur raison d'être réside dans cette présence centrale qui ne doit ni se disperser ni se durcir.
Comprendre cela change entièrement la perception de la sagesse, car ce n'est plus la structure qui est première, mais ce qu'elle protège. Le cœur ne se situe jamais à la périphérie, il ne s'expose pas au bord, il ne cherche pas à se montrer. Il reste au centre, non par peur, mais par justesse. Tout ce qui est essentiel adopte cette position, non pour se cacher, mais pour rester intact. La périphérie est le lieu du mouvement, de l'agitation, des influences, des interactions multiples. Le centre, lui, est le lieu de la stabilité, de la continuité, de l'identité profonde. Celui qui vit à la périphérie devient dépendant de ce qui change, de ce qui passe, de ce qui varie. Celui qui reste centré ne nie pas ses mouvements, mais il ne s'y confond pas. Il observe sans être entraîné, il ressent sans se perdre, il agit sans se disperser. Cette capacité à rester au centre est déjà une forme de maîtrise, une manière de ne pas abandonner ce qui est essentiel pour répondre à ce qui est extérieur. La sagesse n'est pas une accumulation de connaissances, ni une série de comportements visibles, elle est une fidélité au centre. Cette fidélité demande une vigilance constante, car tout dans le monde tend à attirer vers l'extérieur, à déplacer l'attention, à fragmenter l'énergie. Le cœur, s'il n'est pas maintenu, finit par se diluer, par se confondre avec ce qu'il rencontre, par perdre sa qualité propre. C'est là que se joue une tension subtile, car pour protéger ce centre, il est nécessaire de construire des limites, d'établir des filtres, de créer des espaces intermédiaires. Mais ces protections, si elles ne sont pas justes, risquent de produire l'effet inverse de celui recherché. Se protéger trop longtemps, trop fortement, sans conscience, finit par altérer ce qui est protégé. La dureté, nécessaire au départ, peut progressivement pénétrer jusqu'au centre, transformant la sensibilité en rigidité, la tendresse en fermeture, la profondeur en distance froide. Le cœur, exposé à une protection excessive, peut finir par s'endurcir, non pas sous l'effet du monde, mais sous l'effet de ses propres défenses. Ce phénomène est difficile à percevoir, car il se produit lentement, presque imperceptiblement. Ce qui était au départ une protection devient une habitude, puis une structure, puis une identité. Et à ce moment-là, la coquille ne protège plus le cœur, elle le transforme. Le véritable défi n'est donc pas seulement de protéger, mais de préserver la nature même de ce qui est protégé. Garder le cœur tendre dans un monde qui pousse à la dureté demande une intelligence particulière, une capacité à ne pas confondre force et fermeture. La tendresse n'est pas une faiblesse, elle est une qualité rare, une force silencieuse qui permet de rester vivant, de rester sensible, de rester en lien avec ce qui est essentiel. Elle ne signifie pas naïveté, elle ne signifie pas exposition, elle ne signifie pas absence de limite. Elle signifie une capacité à ressentir sans se perdre, à accueillir sans se dissoudre, à rester ouvert intérieurement tout en étant protégé extérieurement. Le cœur qui ne s'endurcit jamais est un cœur qui a compris que sa nature ne doit pas être sacrifiée pour survivre. Beaucoup, confrontés à la dureté du monde, choisissent inconsciemment de devenir semblables à ce qui les a blessés. Ils se ferment, ils se durcissent, ils se coupent de leur propre sensibilité pour ne plus ressentir la douleur. Cette stratégie semble efficace à court terme, mais elle entraîne une perte bien plus profonde, une perte de la capacité à ressentir la vie elle-même. Car en se protégeant de la douleur, il se protège aussi de la joie, de la beauté, de la connexion. Le cœur devient alors fonctionnel, mais il cesse d'être vivant. Préserver la tendresse demande de comprendre que la protection ne doit jamais atteindre le centre. La coquille doit rester à la surface, la membrane doit rester à l'interface, le blanc doit rester dans sa fonction de soutien. Aucun de ces éléments ne doit envahir le cœur. Ils existent pour lui, mais ils ne doivent jamais le remplacer. Cette hiérarchie est essentielle,
car elle maintient l'ordre intérieur, elle empêche les inversions qui conduisent à la rigidité. Le cœur reste le lieu de la sensibilité, de l'intuition, de la vérité profonde. Il n'a pas besoin d'être dur, il a besoin d'être préservé. Cette préservation passe aussi par une forme de retenue, une capacité à ne pas extérioriser ce qui est le plus précieux. Tout ce qui est au centre ne doit pas être exposé à la périphérie, non par peur du regard extérieur, mais par respect pour sa propre nature. L'intimité devient alors une force, un espace sacré où ce qui est essentiel peut exister sans être altéré. Ce qui est précieux ne se montre pas à tous, ne se partage pas sans discernement, ne se disperse pas dans des échanges qui ne peuvent pas le comprendre. Le cœur, pour rester ce qu'il est, doit rester contenu, non pas enfermé, mais gardé. La tendance à tout exprimer, à tout partager, à tout rendre visible, fragilise ce centre, car elle le soumet à des influences multiples, à des interprétations extérieures, à des jugements qui n'ont pas la capacité de saisir sa profondeur. Ce qui est exposé perd une partie de sa force, non parce qu'il devient moins vrai, mais parce qu'il entre dans un espace où il ne peut pas être reçu correctement. Le cœur ne se répand pas, il rayonne de manière subtile, sans se disperser. Sa présence se ressent plus qu'elle ne se montre, elle agit sans se déclarer, elle influence sans s'imposer. Rester centré demande également de ne pas confondre mouvement et évolution. Le cœur ne change pas dans sa nature, il se révèle progressivement à mesure que les couches extérieures s'ajustent. Il ne devient pas autre chose, il devient plus lui-même. Cette révélation ne passe pas par une transformation du centre, mais par une purification de ce qui l'entoure. Plus la coquille devient juste, plus la membrane devient précise, plus le blanc devient stable, plus le cœur peut apparaître tel qu'il est, sans être déformé par ce qui le protège. Cette stabilité intérieure crée une forme de présence particulière, une manière d'être au monde qui ne dépend pas des circonstances, des relations, des événements. Le cœur reste constant, même lorsque l'extérieur change. Il n'est pas affecté dans sa nature, même s'il peut être touché dans son expression. Cette distinction est essentielle car elle permet de ressentir sans perdre son centre, de vivre sans se diluer, d'aimer sans se perdre. Le cœur ne devient pas insensible, il devient stable. Cette stabilité ne signifie pas absence de mouvement, elle signifie cohérence. Les émotions peuvent apparaître, les expériences peuvent varier, les situations peuvent évoluer, mais le centre reste le même. Il ne se durcit pas sous la pression, il ne se dissout pas dans l'ouverture, il reste fidèle à sa nature. Cette fidélité est une forme de sagesse, non pas acquise, mais reconnue. Elle ne s'apprend pas, elle se découvre, elle se retrouve lorsque les couches extérieures cessent de perturber ce qui est déjà là. Le cœur qui ne s'endurcit jamais est celui qui a compris qu'il n'a pas besoin de changer pour survivre, mais que c'est son environnement qui doit être ajusté pour le préserver. Il ne se transforme pas en fonction du monde, il se maintient en fonction de lui-même. Cette position demande une force intérieure, une clarté, une détermination qui ne se voyait pas toujours, mais qui soutiennent tout l'équilibre. Elle demande de résister à la tentation de se fermer, de rester ouvert intérieurement tout en étant protégé extérieurement. Ainsi, au centre de cette structure, quelque chose demeure intact, non par hasard, mais par nécessité. Tout converge vers ce point, tout s'organise autour de lui, tout existe pour lui permettre d'être. Et tant que ce centre reste vivant, tant qu'il ne s'endurcit pas, tant qu'il conserve sa tendresse, la structure entière conserve son sens. Car sans ce cœur, tout le reste perd sa raison d'être, et ce qui devait protéger la vie ne devient plus qu'une forme vide, sans profondeur, sans direction, sans véritable existence. L'éclosion. La mort de l'œuf pour la naissance de l'oiseau.
Au moment où tout semble stable, immobile et parfaitement ordonné, une transformation profonde s'annonce, silencieuse et inéluctable. L'œuf, jusque-là gardien de son contenu, porteur des forces accumulées et des potentialités conservées, atteint le point où la durée de sa maturation touche à sa fin. La coquille qui a protégé et filtré, qui a défendu et retenu, devient maintenant un obstacle à la naissance de ce qui doit émerger. L'espace intérieur s'est rempli, la concentration des forces a atteint son point culminant, et le moment vient où ce qui a été contenu ne peut plus rester enfermé sans se perdre. L'œuf, pour devenir ce qu'il est destiné à être, doit mourir à son état d'œuf. Ce passage ne peut être esquivé ni retardé. La mort de sa forme actuelle est une condition nécessaire à l'émergence d'une existence plus riche et plus vaste. Il ne s'agit pas d'un anéantissement, mais d'une transformation absolue, d'un passage de l'état latent à l'état manifeste, d'une alchimie qui n'opère qu'une fois que tout est prêt, que l'espace et la substance ont atteint leur maturité, que chaque partie a accompli son rôle dans le silence de l'incubation. Briser la coquille n'est pas un acte extérieur, ce n'est pas une force appliquée du dehors, c'est un processus qui naît du centre même de ce qui est contenu. L'intérieur pousse, s'étend, cherche sa voie, et dans cet effort discret mais irrésistible, la structure protectrice cède. L'éclosion ne peut venir que de l'intérieur. Toute intervention extérieure serait inopérante, car la transformation véritable est intrinsèque. La coquille ne peut pas conférer la naissance, elle ne peut que retarder ou accompagner. C'est le souffle interne, l'intensité concentrée de ce qui s'est formé dans le blanc et le jaune, qui force l'ouverture, qui élève ce qui était contenu à la forme qui lui correspond. Ce processus est à la fois brutal et subtil, violent par l'intensité de l'effort, mais délicat par la précision de la manifestation. Rien de l'extérieur ne peut reproduire cette rupture, seule la force de la maturation intérieure, le travail silencieux et concentré des éléments accumulés, permet l'émergence de ce qui doit devenir. L'éclosion révèle que ce qui était caché n'est jamais ce que l'on imagine. L'oiseau n'est pas la coquille, il n'est pas le blanc, il n'est même pas le jaune isolé. Il est la totalité de ce qui a été préparé, recombiné et transcendé. La forme nouvelle ne ressemble jamais exactement à l'ancienne, et c'est cette discontinuité qui permet l'éveil. La transformation est telle qu'elle efface l'état précédent sans le nier, elle le consume pour en faire le socle invisible de ce qui surgit. Ce qui émerge possède la densité de ce qui a été accumulé, mais la légèreté de ce qui a été affiné, la force de ce qui a été protégé et la clarté de ce qui a été préservé. Chaque élément de l'œuf contribue à la naissance, mais aucun ne subsiste isolément. La totalité intérieure se réorganise pour créer une nouvelle entité vivante, capable de se mouvoir, de respirer et d'interagir avec le monde de manière autonome. Le moment de l'éclosion est aussi un moment d'initiation. Celui qui se transforme de l'intérieur franchit une étape qui ne peut être enseignée ou imposée par l'extérieur. Aucune règle, aucune doctrine, aucune force extérieure ne peut accomplir ce passage. Il ne peut être vécu que de l'intérieur, par le mouvement intrinsèque des forces internes. C'est le passage de la potentialité à l'acte, de la rétention à l'expansion, de la dormance à la vie consciente. Tout effort de l'extérieur peut ralentir ou protéger, mais jamais déclencher la transformation véritable. L'initiation exige que chaque partie de l'être ait été préparée, nourrie et concentrée, que chaque couche ait accompli sa fonction dans le silence. L'éclosion est la manifestation de l'achèvement de ce travail invisible, l'apparition de ce qui a été soigneusement cultivé dans l'intimité de la structure interne. Cette naissance n'est pas linéaire, elle ne ressemble pas à ce que l'on attendait. L'oiseau n'est pas l'œuf, il est autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcende la forme initiale tout en s'appuyant sur elle. L'ancienne structure, qui semblait complète,
suffisante, définitive, disparaît dans l'éclatement nécessaire, laissant émerger la liberté de ce qui est vivant. La transformation est totale, le contenu n'est plus contenu, la force n'est plus retenue, la lumière interne n'est plus enfermée. Tout ce qui était préparé, accumulé et préservé se déploie dans la forme qui lui correspond, mais cette forme n'aurait jamais été accessible sans la rupture de l'ancien cadre. L'éclosion révèle également la valeur de la patience et de la préparation. Ce qui jaillit de l'intérieur n'est pas le fruit de la précipitation, ni de l'effort imposé du dehors, mais de l'achèvement d'un processus invisible, long et méticuleux. Chaque étape a été nécessaire, chaque couche a contribué, chaque tension a participé. Rien n'a été perdu, rien n'a été superflu. Tout s'est ordonné pour créer un point de rupture qui devient point d'émergence. L'intensité de cette naissance est proportionnelle à la profondeur de ce qui a été accumulé et à la fidélité avec laquelle chaque phase a été respectée. La transformation intérieure, comme l'éclosion de l'œuf, demande courage et acceptation. Il faut accepter la fin de l'ancien état, accepter la dissolution de ce qui était protégé, accepter que la forme précédente disparaisse. La mort de l'œuf n'est pas cruelle, elle est nécessaire. Sans cette dissolution, le passage vers la vie autonome n'existerait pas. Chaque éclatement de la coquille représente la fin d'une illusion, la rupture des limites imposées par la forme précédente, l'ouverture vers l'inconnu. L'initiation est un acte de courage intérieur, une reconnaissance de la nécessité de mourir pour renaître, de perdre pour se retrouver, de se délester de l'ancien pour accueillir le nouveau. Ce moment de naissance est également un moment de révélation. Tout ce qui était caché, tout ce qui semblait immobile, tout ce qui paraissait inerte devient perceptible dans sa manifestation. La forme nouvelle est le témoignage de la force qui a travaillé silencieusement à l'intérieur, de la maturation invisible, de l'énergie concentrée et disciplinée qui s'est accumulée au fil du temps. L'éclosion ne laisse rien intact, sauf ce qui doit se maintenir dans le nouvel état. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui était latent devient actif. Ce qui était contenu devient libre. Ainsi, la mort de l'œuf n'est pas la fin, mais la condition nécessaire d'un commencement supérieur. La transformation intérieure s'accomplit uniquement lorsque le passage se fait par l'intérieur, lorsque la coquille cède sous la pression de ce qui a été préparé, lorsque tout ce qui est latent devient force manifeste. Ce processus révèle la nature même de l'initiation, une transformation complète, une renaissance intégrale, une émergence qui ne peut être dictée par l'extérieur et qui ne peut être anticipée dans sa totalité. L'éclosion est l'accomplissement de la maturation, la manifestation de l'intimité préservée et le commencement d'une existence nouvelle qui porte en elle la totalité de ce qui a été silencieusement cultivé. L'oiseau qui apparaît n'est jamais ce que l'œuf était, et pourtant tout ce qu'il contient provient de l'œuf. C'est la beauté de la transformation, la continuité à travers la rupture, la cohérence à travers le changement, la naissance de quelque chose de nouveau à partir de ce qui semblait terminé. La sagesse n'est pas ce qui reste visible, elle est ce qui émerge lorsque le passage est achevé, lorsque la mort nécessaire de l'ancien état a permis à la vie nouvelle de s'exprimer pleinement. L'éclosion est le moment où l'être devient lui-même, où la forme cachée prend vie, où la potentialité devient réalité. Chaque fissure, chaque pression, chaque effort de l'intérieur est un acte de courage et de création. La naissance est à la fois la fin et le commencement, la dissolution et l'affirmation, le dépassement de l'ancien et l'émergence du nouveau. La transformation ne se réalise jamais par imitation ni par force extérieure. Elle s'accomplit dans le silence et la concentration de ce qui a été préparé avec patience, discernement et fidélité à l'essentiel. L'œuf qui meurt devient le monde qui naît, l'immobile devient mouvement, le contenu devient forme, la potentialité devient existence.
La véritable initiation, celle qui transforme profondément, ne peut se produire que lorsque tout ce travail intérieur se déploie, lorsque la rupture nécessaire s'accomplit et lorsque ce qui était protégé et caché apparaît enfin dans la lumière de sa propre expression. L'œuf d'or, le trésor caché dans la parabole. Au centre de l'architecture invisible de l'œuf réside un secret que peu perçoivent, un trésor enfoui sous les couches de protection et de maturation, un éclat intérieur qui échappe à ceux qui ne savent pas regarder au-delà des apparences. L'or dont il est question ne se manifeste pas à la surface, il n'est pas dans la coquille ni dans les contours visibles, il n'est pas accessible à l'œil superficiel ni au jugement hâtif. Il réside au cœur, dans cette concentration silencieuse qui a été préservée, nourrie et protégée par l'espace intermédiaire du blanc, par la membrane attentive, par la dureté mesurée de l'enveloppe extérieure. Cette lumière dorée n'est pas une décoration, elle n'est pas un or matérialisé, elle est la manifestation de ce qui est rare et essentiel, de ce qui a traversé la maturation et la transformation sans perdre sa pureté ni sa cohérence. Elle est la vérité cachée qui ne se révèle qu'à ceux qui ont l'attention nécessaire pour percevoir l'invisible, l'éclat de ce qui ne se montre pas mais qui contient toute la valeur de l'existence. L'œuf d'or symbolise une connaissance alchimique et spirituelle que l'histoire a souvent dissimulée sous des formes mythiques. L'or n'est jamais simplement ce que l'on touche ou ce que l'on nomme. Il est ce qui a été transformé, sublimé, purifié par un processus interne que rien d'extérieur ne peut provoquer. Ce trésor caché est une métaphore de l'âme, de la conscience concentrée, de l'essence que la vie et le temps ont protégée pour qu'elle puisse rayonner dans sa totalité. Il n'y a pas d'éclat sans préparation, pas de lumière sans maturation, pas de valeur sans l'invisible travail des couches successives qui ont accumulé, filtré, concentré. Ce que l'on voit à la surface n'est qu'un indice, un reflet lointain de ce qui se trouve au centre. L'œuf d'or est l'ultime fruit de cette architecture silencieuse, un point culminant où la matière et la forme se rencontrent pour révéler la densité de ce qui a été préservé dans la plus grande intimité. Cette parabole révèle également le chemin de l'initiation et de la transformation intérieure. L'or n'est pas donné. Il n'est pas offert par le monde extérieur, il n'est pas un prix que l'on reçoit par hasard. Il résulte d'un processus où chaque couche de l'œuf a joué un rôle précis et indispensable. La coquille, la membrane, le blanc et le jaune ne sont pas de simples éléments biologiques, ils sont des symboles d'une progression consciente, d'un travail intérieur invisible mais irréversible. Chaque étape contribue à la préservation, à la concentration et à la préparation de ce trésor caché. L'éclat final, la manifestation de l'or, est la preuve que la patience, la vigilance et la fidélité au processus sont les conditions de toute transformation véritable. L'œuf d'or, comme symbole alchimique, va au-delà de la simple image. L'alchimie ancienne, celle des maîtres et des initiés, connaît l'œuf philosophique comme une matrice de transformation, un lieu où l'âme encore brute se transmute en or. Le plomb des expériences ordinaires, des expériences limitées, des forces brutes de la vie, passe à travers un processus qui purifie, élève et concentre. La transformation ne se fait pas par l'accumulation d'actions extérieures, ni par le simple apprentissage, mais par le travail intime et silencieux des couches successives qui maintiennent, nourrissent et protègent ce qui est précieux. La métamorphose est complète lorsque ce qui était contenu, fragile et secret, devient lumière et force manifeste. La valeur de l'or est proportionnelle à l'intensité de ce qui a été conservé et à la profondeur du processus de maturation. L'or n'est jamais superficiel, il ne se trouve jamais dans la façade, dans le paraître ou dans ce qui se montre facilement. La valeur véritable est cachée, invisible à ceux qui n'ont pas appris à distinguer le centre du périphérique, le nécessaire de l'accessoire.
l'essentiel du superficiel. Ceux qui regardent seulement la coquille voient un œuf ordinaire. Ceux qui pénètrent jusqu'au jaune, en respectant chaque couche intermédiaire, en comprenant la fonction de chaque protection et de chaque espace de maturation, voient l'or, le trésor de la parabole. Ce trésor n'est pas un objet extérieur, il est une qualité, une densité, une vérité concentrée qui transforme celui qui l'aperçoit. Ce que la parabole suggère, ce que les initiés savent, c'est que la valeur la plus rare ne se mesure pas par les apparences, mais par la profondeur et l'intégrité de ce qui a été protégé. Le trésor est caché non pour être inaccessible, mais pour préserver sa pureté jusqu'au moment où il peut se révéler. L'or du cœur, l'essence du jaune, est un point de lumière qui ne peut être corrompu ni déformé par ce qui est extérieur. La protection et la maturation sont des conditions nécessaires à son émergence. La patience, la discipline et la vigilance sont les gardiennes de ce trésor. Et seuls ceux qui respectent le processus peuvent en percevoir l'éclat véritable. La métaphore de l'œuf d'or s'étend au-delà de la simple image biologique. Elle touche à la structure de l'âme, de l'esprit et de la conscience. Elle enseigne que toute richesse véritable, toute valeur profonde, toute qualité essentielle se trouve dans ce qui est préservé et concentré, dans ce qui a été nourri et protégé à travers le temps et les épreuves. L'or ne se manifeste que lorsque tout ce qui devait préparer son apparition a été accompli. Il ne peut être créé artificiellement, ni accéléré, ni imposé. L'éclat du trésor caché est proportionnel à la fidélité avec laquelle chaque étape a été respectée, à la pureté avec laquelle chaque couche a rempli sa fonction. L'œuf d'or enseigne également que le chemin vers le trésor n'est jamais linéaire. Chaque couche, chaque protection, chaque espace intermédiaire a son rôle unique. La coquille, dure et apparente, ne peut révéler le centre. La membrane, subtile et discrète, ne se montre pas mais permet l'échange nécessaire. Le blanc, vaste et silencieux, soutient et nourrit sans être perçu. Et au centre, le jaune, concentré et précieux, contient tout ce qui doit devenir lumière et force. Ce chemin exige une intelligence attentive, une compréhension de l'ordre naturel des choses et une patience que peu sont prêts à accepter. Ce trésor caché n'est pas réservé à l'élite ou aux privilégiés. Il est accessible à quiconque accepte le processus, à quiconque respecte les étapes invisibles de la maturation et de la protection intérieure. La valeur de ce qui est caché est telle qu'elle transforme non seulement ce qui est contenu, mais aussi celui qui pénètre jusqu'à lui. Percevoir l'or, c'est reconnaître la puissance du silence, la profondeur du non-dit, la densité de ce qui n'apparaît pas, mais qui soutient tout ce qui apparaît. C'est comprendre que ce qui est le plus précieux ne se voit jamais d'un seul coup d'œil, et que la véritable richesse ne se mesure pas par ce que l'on montre, mais par ce qui a été préservé, concentré et transformé avec fidélité. L'œuf d'or devient ainsi le symbole ultime de l'initiation, de la transformation, de la sagesse invisible et de la richesse intérieure. Ce trésor n'est pas un objet à posséder, mais un état à atteindre, une présence à reconnaître, un éclat à percevoir dans le silence des couches qui ont accompli leur travail. La parabole enseigne que la valeur ne réside pas dans l'extérieur, ni dans la forme, ni dans la visibilité, mais dans le centre préservé, concentré, mature et prêt à se révéler. L'or, le trésor caché, n'est pas une destination finale, mais la lumière qui guide à travers les mystères de l'intérieur. La force qui transforme ce qui est latent en ce qui peut rayonner pleinement dans le monde, la manifestation ultime d'une maturation accomplie dans le silence et la profondeur de l'être. L'œuf d'or est ainsi à la fois une leçon et un mystère, un chemin et une destination, un symbole de ce qui est le plus précieux et le plus difficile à atteindre, l'intégrité, la concentration
la préservation et l'émergence du trésor intérieur. Toute vie, toute conscience, tout processus de transformation véritable peut s'inspirer de cette image. Respecter la préparation, honorer le centre, protéger ce qui est essentiel et permettre à l'or caché de se révéler au moment juste dans toute sa puissance et sa clarté. L'homme sage comme œuf vivant. L'homme sage ressemble à un œuf vivant, non pas par hasard ni par simple analogie, mais parce que sa structure intérieure reflète une sagesse profonde qui se manifeste à travers chaque couche de son être. La coquille extérieure est la première impression, la première ligne de défense, l'interface entre l'homme et le monde. Cette coquille n'est pas une armure rigide, ni une prison, mais une protection intelligente et consciente. Elle permet de définir ce qui peut pénétrer et ce qui doit rester à l'extérieur. Elle enseigne l'art de poser des limites sans agressivité et de choisir avec discernement ce qui mérite attention. Cultiver cette coquille demande patience et constance, car chaque expérience du monde exerce une pression qui peut la fragiliser ou la renforcer. L'homme sage apprend à dire non par fermeture, mais par respect de son espace intérieur, à refuser ce qui dilue sa force, à préserver ce qui est précieux. La coquille est l'outil de survie et le gage de cohérence. Elle ne se montre pas pour impressionner, mais pour maintenir un équilibre subtil entre ouverture et protection, entre interaction et préservation. La membrane, fine et invisible, sépare et relie à la fois. Elle est le seuil entre l'extérieur et l'intérieur, le filtre qui permet à l'énergie et à l'information de passer sans compromettre l'intégrité du centre. Entretenir cette membrane demande un discernement constant, une capacité à percevoir ce qui est nourrissant et ce qui est empoisonné, ce qui enrichit et ce qui disperse. L'homme sage vit avec cette vigilance subtile, laissant passer ce qui contribue à son développement et retenant ce qui pourrait l'entraver. La membrane n'est ni dure ni molle, elle est souple, attentive, intelligente. Elle exerce sa fonction sans bruit, sans effort apparent, mais avec une efficacité qui protège le centre de l'être et permet à l'énergie vitale de circuler de manière harmonieuse. Celui qui néglige cette couche fragile s'expose à la confusion, à la dispersion et à l'épuisement. Car tout ce qui n'est pas filtré finit par pénétrer le cœur et le blanc, perturbant le processus de maturation intérieure. Le blanc représente l'espace de la maturation et de l'accumulation silencieuse. Il est ce qui semble vide, mais qui est en réalité plein de potentiel, de force et de substance. Nourrir le blanc consiste à accumuler sans précipitation, à préparer l'énergie nécessaire à la transformation intérieure, à cultiver la patience et l'attention. Chaque expérience, chaque connaissance, chaque geste discret contribue à remplir cet espace invisible, à le rendre capable de soutenir le jaune central. Le blanc n'est pas visible, mais il est indispensable. Il absorbe, transforme, protège, stabilise. Sans cette réserve silencieuse, le centre ne pourrait se maintenir, le cœur serait exposé, la tendresse fragile s'étiolerait. La maturité ne se manifeste jamais brusquement, elle se construit dans ce blanc silencieux où chaque élément a sa place, où chaque instant contribue à l'édifice intérieur. Au centre, le jaune représente le cœur, la tendresse préservée, la densité de ce qui est essentiel et précieux. Le garder vivant et tendre est le défi suprême. La tendresse n'est pas faiblesse, elle est force subtile, énergie concentrée, capacité à rester ouvert tout en étant protégé. L'homme sage comprend que son centre est ce qu'il a de plus précieux et que toute protection et toute préparation servent à le maintenir intact, non à l'endurcir. Le jaune ne se montre pas, il ne s'expose pas à la violence du monde, mais il rayonne silencieusement, influençant la structure entière et guidant chaque mouvement des couches extérieures.
Le cœur préservé est la source de toute créativité, de toute intuition, de toute puissance tranquille qui se manifeste sans bruit mais avec efficacité. Attendre l'éclosion est le dernier enseignement de l'œuf vivant. La transformation ne peut être précipitée, elle ne peut être imposée. Elle survient lorsque le processus de maturation intérieure est complet, lorsque chaque couche a accompli sa fonction avec fidélité et constance. L'éclosion vient de l'intérieur, poussée par l'accumulation et la concentration des forces, par la cohérence du centre et l'harmonie des couches protectrices. L'homme sage sait attendre, ne pas précipiter le moment, laisser le passage se faire de lui-même. La patience n'est pas passivité, elle est vigilance et préparation, confiance dans le processus et dans l'intelligence de la structure intérieure. La transformation est un accouchement silencieux mais total, une naissance qui ne ressemble jamais à ce qui existait auparavant, une émergence qui révèle le trésor caché de l'âme. L'homme sage vit chaque instant en conscience de sa structure intérieure. Il cultive la coquille, entretient la membrane, nourrit le blanc, garde le jaune. Chaque partie de son être est organisée pour permettre l'émergence de ce qui est essentiel, pour protéger ce qui est précieux, pour préparer le passage vers une existence plus vaste et plus complète. La transformation ne peut être forcée ni dictée de l'extérieur. Elle naît du centre, elle s'accomplit lorsque l'intégrité de l'œuf est préservée et que le moment est venu. La sagesse de l'homme, comme œuf vivant, réside dans cette capacité à préparer, protéger et attendre, à maintenir la tendresse et la densité de son centre tout en interagissant avec le monde de manière juste et équilibrée. Chaque couche, chaque espace, chaque fonction participe à la préservation de ce qui est essentiel et à la préparation de l'éclosion. L'homme sage apprend à devenir cette structure vivante où la protection, la maturation et la tendresse coexistent en harmonie, où le centre est respecté et préservé, où la transformation naît naturellement lorsque tout est prêt. Devenir un œuf vivant signifie être conscient de chaque élément de sa structure intérieure, comprendre sa fonction, respecter son rythme, nourrir son potentiel et attendre le moment de la naissance. C'est vivre avec profondeur, subtilité et intégrité, c'est permettre à ce qui est latent de devenir lumière, à ce qui est contenu de devenir manifestation, à ce qui est précieux de se révéler dans sa totalité et à l'homme lui-même de devenir pleinement ce qu'il est destiné à être. La nuit enveloppe le monde de son silence profond, et dans ce silence, chaque image, chaque symbole que nous avons exploré ce soir prend une dimension nouvelle, invisible à ceux qui ne savent pas regarder. L'image de l'œuf d'or, simple en apparence, se déploie devant nous comme une carte de l'âme, une cartographie de ce qui est précieux et fragile, une représentation de ce qui doit être préservé pour que la transformation intérieure puisse advenir. La coquille, cette enveloppe extérieure, nous rappelle que la force n'est pas toujours dans l'action manifeste, mais dans la capacité à protéger ce qui est essentiel. Elle montre que l'équilibre entre ouverture et protection est une discipline, que la fermeté n'est jamais rigidité si elle est guidée par la conscience, et que savoir dire non est parfois le premier acte de sagesse que l'on peut accomplir. La membrane, subtile et invisible, est le seuil entre le monde extérieur et notre espace intérieur. Elle enseigne le discernement silencieux, la perméabilité intelligente, le choix de ce que l'on laisse entrer et de ce que l'on retient. Entretenir ce seuil demande attention et respect, car c'est par ce filtre que l'énergie de la vie circule et que la maturité intérieure se prépare. Le blanc de l'œuf, vaste et silencieux, est l'espace de la maturation. Il nous montre que l'accumulation silencieuse, l'attention aux détails invisibles, la patience face au temps et aux événements sont les ingrédients de toute transformation profonde. Rien ne se crée dans la précipitation. La sagesse se tisse dans l'invisible, se forme dans la lenteur et la constance.
Le blanc est le réservoir qui soutient le cœur, qui nourrit le centre sans que cela soit apparent à l'extérieur, mais sans lequel rien de ce qui est précieux ne pourrait éclore. Le jaune, le cœur lui-même, est la source de la lumière intérieure. Il ne s'endurcit jamais malgré les pressions et les protections. Sa tendresse est force, sa douceur est puissance, et sa préservation est l'acte le plus sacré. Garder ce centre intact est l'œuvre la plus difficile et la plus essentielle, car c'est là que se concentre tout ce qui est vivant, vibrant et authentique dans l'homme sage. L'éclosion, enfin, nous enseigne que la transformation ultime ne peut venir que de l'intérieur. Rien de ce qui est extérieur ne peut provoquer le passage. Il ne peut se produire qu'au moment où toutes les couches ont accompli leur fonction et où la force de la maturation intérieure devient irrésistible. La naissance de l'oiseau qui émerge de l'œuf est un symbole de ce que chacun porte en soi. Le potentiel latent qui, lorsqu'il est préservé, nourri et protégé, devient manifestation, force et lumière. L'éclosion est le moment de l'initiation, de la réalisation, du passage de la potentialité à l'acte, de l'intime vers le monde. En vous endormant ce soir, prenez un instant pour observer votre propre œuf intérieur. Où se situe votre coquille ? Votre membrane, votre blanc, votre jaune, quelle part de vous est prête à éclore et quelle part a encore besoin de protection et de maturation? La nuit sera votre alliée silencieuse, travaillant là où la lumière du jour ne peut pénétrer. Elle offrira le calme nécessaire pour que l'intimité de votre être poursuive son œuvre, pour que les couches internes continuent de nourrir ce trésor caché. L'initiative de la transformation est entre vos mains, mais elle ne se manifeste que si chaque couche a été respectée et chaque espace intérieur préparé. Demain, vous ne serez peut-être plus le même, car la nuit a agi en vous et pour vous. Chaque respiration, chaque pensée, chaque silence contribue à la réorganisation de votre structure intérieure, à la maturation de ce qui est précieux et à la préservation de ce qui doit devenir lumière. La force, la sagesse et la tendresse ne se trouvent jamais dans l'extérieur. Elles résident dans ce centre que l'on protège, que l'on nourrit et que l'on laisse éclore au moment propice. Que votre cœur reste tendre malgré les épreuves, que votre coquille protège sans étouffer, que votre membrane filtre sans fermer, que votre blanc nourrisse sans se montrer, et que votre jaune, votre centre, reste intact, prêt à révéler l'or qui sommeille en vous. L'œuf d'or n'est pas seulement un symbole à observer, il est un guide pour vivre, pour comprendre la valeur du silence, de la patience, de la protection, de la maturation et de la transformation. C'est un enseignement que l'on porte en soi, une lumière intérieure que l'on respecte et que l'on prépare à se manifester. La véritable initiation est invisible et intime, mais son résultat se voit dans la manifestation de ce qui était latent, dans la force tranquille qui émane de ceux qui ont cultivé leur centre avec fidélité et constance. Que votre œuf intérieur continue de travailler pendant que la nuit vous enveloppe et que demain, à votre réveil, vous puissiez contempler la naissance de ce que vous avez préservé et nourri en silence. Votre transformation commence par l'observation attentive de votre structure intérieure, par le respect des couches qui la composent et par l'acceptation que l'éclosion ne peut être précipitée mais seulement accompagnée. La nuit sera votre allié, le silence votre guide et votre œuf, votre vérité la plus profonde.